Est-ce qu'on va être obligé de se taper uniquement des comédies de merde si on va voir un film français au cinéma? Il y a quelques temps, dans une vidéo, je vous avais posé une question simple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un film de qualité français dans votre mémoire? Et les réponses que j'ai obtenues, c'était quasiment toujours les mêmes. La 7ème compagnie, les films de Louis de Funès, La Grande Vadrouille, Les Bronzés, bon, si on résume, des classiques. Mais surtout des films qui ont en moyenne plus de 50 ans. Et même si on fait un effort pour avancer un peu, Intouchable, c'est 2011. OSS 117, 2006. Ça fout clairement un coup de vieux. Mais bon, autant dire, c'était une autre époque. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui sort au cinéma, bah c'est pas glorieux quoi. On a le droit à un nouveau Les Tuches tous les 2 ans, des comédies avec Cadmerade qui font 400 entrées, ou un nouvel essai de Kev Adams qui nous rappelle que Soda, ça s'est passé il y a bien longtemps. Mais si la réalité c'était que pour arriver à faire des cartons avec des films français, il fallait arrêter d'attendre les gens dans les salles et aller les chercher beaucoup plus près de chez eux, devant leur télé. Tu sais ce qui est triste avec le cinéma français? C'est qu'il est mort, mais qu'il sait pas encore, juste parce qu'il se trompe de cible. Ça continue de tourner, mais ils ont tellement pas compris que tout l'environnement était en train de sombrer, qu'ils préfèrent encore essayer de flotter sur une porte, où cette fois on sait qu'il y a même pas la place pour eux. I'll never let go. I promise. Parce qu'en France, le cinéma, c'est pas juste une question d'art. C'est juste à l'image de ce que tu dois faire quand tu veux lancer n'importe quel projet. Tu dois te lancer dans le plus gros combat de ta vie avec un boss qui n'est même pas le méchant de l'histoire, c'est juste celui qui va te permettre de rentrer dans le château. Et ce boss, il s'appelle l'administration. Et là tu commences le parcours du combattant, à coups de dossiers de centaines de pages pour avoir des subventions, des commissions de lecture du scénario où tout le monde a peur de s'entendre dire non à ce moment-là, mais encore plus de dire oui à quelque chose d'un peu audacieux. Et forcément, comme ces gens, ils sont dans leur microcosme et qu'ils n'ont pas compris que le monde est en train d'évoluer, à force de vouloir essayer de plaire au plus grand nombre avec une seule recette, et ben tu finis à faire des films pour personne. Et pour t'en rendre compte, il suffit d'analyser un petit peu le système qui est pourtant très simple. Si tu veux tes financements, il faut cocher les bonnes cases. Et nous, ça passe par un sujet social, parce qu'il paraît que les Français, ils aiment bien voir ça, des gens qui vont se faire muter en Alaska parce qu'ils veulent pas quitter leur emploi de fonctionnaire. Je fais quoi, je signe? Non, mais ne blasphème pas. Je sais pas d'où il est sorti ce pitch. Il te faut également un casting bankable, histoire de ramener le maximum de l'ancienne et de la nouvelle génération au ciné, une petite touche avec une happy end et surtout, pas de prise de risque. Parce que le risque, ça rentre pas dans les budgets du CNC. Et comme ça c'est pratique, t'es sûr de faire un truc bien bof dès le départ. Lors d'un apéro chez des amis, vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler les... Si. C'est clair qu'il n'y aura pas de surprise. Et pourquoi c'est important de plaire au CNC? C'est parce que c'est un petit peu ton banquier. Si tu veux ton prêt, faut montrer que tu vas pas tout claquer dans un film de bagnole ou de science-fiction qui est ultra dangereux niveau production en France. Alors à l'heure des charges, effectivement, quand on voit Luc Besson et Valérian qui a scellé le destin d'EuropaCorp ou Michel Vaillant qui va récolter 6 millions d'euros de recettes pour un budget de 23, effectivement, parfois faut pas miser un billet sur n'importe quoi. Alors la solution qu'ils ont trouvée, c'est de recycler. Toujours les mêmes visages, les mêmes dialogues, avec les mêmes comédies en plan fixe sur un fond de musique douce. Et puis parfois, on se rassure en donnant quelques petites pièces pour des films en compétition à Cannes pour dire que le cinéma français, il a encore sa chance. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma français, c'est comme la télé. Ils doivent s'adresser à ceux que ça intéresse encore, et pour la plupart d'entre nous, eh ben c'est nos parents qui ont été bercés avec Les Bronzés ou Les Sous-Doués. Alors attention, je prends énormément de plaisir à regarder ces films, mais j'étais loin d'être né quand ils sont sortis. Et pour réussir à amener les gens dans les salles, eh ben en fait faut jouer sur l'émotion, et rien de mieux que d'espérer retrouver ceux qui t'ont fait vivre tes plus grands fous rires. Et c'est là qu'on voit apparaître une petite astuce, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs qui jouent dans ces comédies, ils sont également producteurs de leurs films, c'est-à-dire en simplifiant qu'ils vont injecter leur argent personnel dans la production pour ensuite le voir fructifier. L'avantage de ce move, c'est que plus tu donnes d'argent, plus ça te donne du pouvoir, et en particulier quand tu as envie que tes copains ils viennent croquer avec toi dans la prod. Et dans cet écosystème, on va souvent se retrouver avec un Christian Clavier qui refait encore et encore le même rôle d'un bobo aux valeurs un petit peu limites, un Cadmerade qui va essayer de nous faire revivre le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, ça marche pas, ou encore un Franck Dubosc qui va essayer de se la jouer un petit peu plus cool en se mettant avec ceux de la nouvelle génération. Et le plus absurde dans tout ça, c'est que tout le monde le sait. Les producteurs, les distributeurs, les acteurs, il n'y a aucun secret dans cette façon de produire. Mais tant que ça coche les cases, qu'il y a une sortie en salle, et ben tout le monde se dit c'est bon, on peut remettre une pièce dans la machine. Et ça même avec des tentatives de production à gros budget pour essayer de remettre le cinéma français sur le devant de la scène, avec par exemple cette catastrophe d'Astérix et Obélix par Guillaume Canet, qui, après s'être rendu compte que n'importe qui ne pouvait pas être Alain Chabat ou Alexandre Astier, en est venu à supplier les gens d'aller voir son film parce que c'était le renouveau du cinéma, en omettant de dire qu'il avait quand même des accords plutôt sympas en termes de droits d'auteur s'il y avait beaucoup d'entrées.
Ça, faut pas l'oublier. Parce que tout le monde est bien conscient que si ce film ne fonctionne pas, il y aura plus de films en France, en tout cas de budget français. En fait, les financiers voudront plus investir sur des films comme ça si les gens ne vont pas en salle. Donc comme on sait que c'est un peu fragile. Mais c'est surtout que ce move-là, à la Tom Cruise en mode « je suis le sauveur du cinéma », bah ouais, ça peut marcher. Mais pas quand ce que t'as à proposer, c'est la purge qui nous a sorti, où on pouvait voir qu'il avait énormément envie de placer tous ses copains dedans. Allez en salle, s'il vous plaît. Et c'est ça le truc, en face, tes concurrents, bah c'est les Américains. Et eux, quand ils sortent quelque chose, bah c'est un événement. Chaque sortie, c'est une expérience, une promesse et un marketing qui te laisse pas le choix que de ramener ton cul au ciné si t'aimes le sujet. Alors que nous, il suffit simplement de regarder les affiches. Tu fous 4 acteurs qui sourient sur un fond uni avec une typo pourrie pour un titre qui essaye de nous faire philosopher sur la vie. Mais en fait, tout ça, ça met en avant un vrai problème. C'est que même si on voulait rivaliser, et ben tu veux le faire avec quoi? Un film français moyen, c'est quoi? 5 à 8 millions d'euros si t'as de la chance. Chez les Américains, ce budget, c'est le prix de la cantine pour les acteurs. Alors comment tu veux lutter contre un Top Gun ou un Dune quand toi, ton effet spécial le plus cher, c'est le budget sandwich de Tom Cruise? Mais je crois que le plus gros souci ici, c'est comme pour beaucoup de choses, on est tellement occupé à regarder le système qui marche pas, à s'en plaindre, qu'on se rend pas compte que le monde, bah, il est en train d'évoluer. Parce qu'entre nous, aujourd'hui, on n'a plus la même manière de regarder les films. Déjà, rien que les conditions. Avant, t'avais des DVD ou des VHS basse qualité, sur des télés que quand t'avais de la chance, ça faisait 50 cm de diagonale en tube cathodique. Aujourd'hui, chez la majorité des gens, on a des écrans qui font plus d'1 mètre dans notre salon. Si on kiffe un petit peu, on peut avoir un vidéoprojecteur en 4K et même en 3D pour pas bien cher, et des systèmes son pas dégueux pour des prix abordables. Et tout ça en trouvant les Blu-ray 4K des films qu'on peut avoir 4-5 mois après la sortie pour 20 €, ce qui revient au passage beaucoup moins cher qu'acheter 2 places de ciné. Alors forcément, l'envie d'aller voir un film, bah, elle va passer un petit peu, mais pour autant le cinéma, lui, il s'est pas arrêté, il est juste rentré chez toi. Et c'est comme ça qu'en 2014, il y a une plateforme qui amorce un vrai tournant. Et je pense que tu vois de qui je parle. Netflix. Et en quelques années, tout change. Les gens, ils ont plus besoin d'attendre le mercredi pour aller voir les nouveaux films au ciné. On leur donne des nouveautés tout le temps, un choix sans limite tous les jours s'ils veulent. Ils ont juste besoin d'un petit peu de patience pour choisir leur programme. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, c'est un vrai souci. Combien on est à prendre plus de temps à trouver son programme qu'à le regarder. Mais au moins, c'est rapide, confortable et surtout moins cher. Et ça, même avec l'évolution des tarifs des abonnements. Et le résultat, c'est que le cinéma, ça devient une sortie exceptionnelle. Parce qu'il faut dire les termes, à 14 € la place dans un multiplex, plus ton popcorn à 10 € les 3 grains, est-ce que vraiment tu vas tenter un truc où tu sais que tu risques d'être fortement déçu? Parce que même si tu regardes les critiques, les avis, etc., et que le film, ça peut être une pépite, est-ce que tu vas pas quand même te poser la question de te dire est-ce que ça vaut pas le coup que j'attende un petit peu et que je le regarde en stream ou en VOD quand ce sera disponible? Et ce système, il nous amène à une nouvelle vision. Avant, on parlait d'entrée et de box-office. Aujourd'hui, ce qui compte vraiment, c'est le temps qu'ils vont arriver à te faire passer devant ton écran. On cherche plus à remplir les salles, mais à combler tes soirées. Parce que l'économie du cinéma, elle aussi, elle a changé. Avant, tu faisais ton film, il sortait, et tu priais pour qu'il tienne au moins 3 semaines à l'affiche. Et au fur et à mesure des stats, t'attendais le verdict. Aujourd'hui, une plateforme de vidéo, elle a qu'un seul but, c'est que tu restes abonné un mois de plus. Et c'est ça leur victoire. Que tu passes une nuit à scroller entre tous les programmes et que t'arrives pas à te décider, ou alors que tu regardes 4 séries et 5 films, ils s'en foutent. T'es resté connecté. Et c'est ça le principal. Et l'objectif, c'est plus de te convaincre d'acheter un billet pour passer 2 heures. Non, c'est de t'empêcher de partir. Et c'est comme ça qu'est arrivée la production avec le modèle Netflix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à l'économie du cinéma, qui est en quelque sorte un lieu de rassemblement, Netflix, c'est une entreprise. Et leur but principal, c'est pas forcément de te faire aimer un film, c'est de t'en proposer 30 jusqu'à ce que t'en démarres un limite par fatigue et que, au final, si tu te trompes, bah, ce soit juste ta faute que t'aies mal choisi. Mais derrière cette façade de liberté avec un énorme choix, il y a une machine qui se met en place, un algorithme qui va te proposer au fur et à mesure ce qui te convient de plus en plus précisément. Et de cette manière, il s'assure de ton clic. Et ça, sans aucune limite, que ce soit en termes de temps, parce que tu as la possibilité de regarder peut-être en 2-3 fois ton film, où tu peux le reprendre où tu t'es arrêté. T'as pas de limite non plus, que ce soit en termes de ta position géographique ou de langage. Il suffit juste de switcher. En fait, ils ont ouvert tous les champs du possible et comme ça, ils peuvent te proposer tout ce qui peut coller à ta culture et à tes goûts. Et c'est en tapant large comme ça que tu vois des prods comme Squid Game qui arrivent devant nous, alors qu'il y a encore 10 ans, qui se serait intéressé aux productions coréennes? Ou alors à des films, je sais pas moi, allemands, finlandais, etc.
qui sont au passage plutôt pas mal, et c'est juste pour montrer qu'au fur et à mesure de notre navigation, et ben en fait, on se laisse emporter avec un catalogue qui est pensé pour plaire autant aux gens qui sont à Paris qu'à Tokyo. Et c'est aussi pour ça qu'ils peuvent balancer autant d'argent dans les productions, c'est que les budgets, ils viennent de partout, et le risque au final, de personne. Et pour les réalisateurs, et en particulier en France pour cette vidéo, c'est quand même un autre délire du coup. Ils ont la possibilité de faire des projets qu'aucun producteur classique n'aurait osé signer. Et il suffit d'arriver avec ton idée, une proposition, et là, t'as une promesse d'une diffusion mondiale. Alors forcément pour beaucoup c'est une énorme opportunité, c'est un bol d'air en termes de création, mais il faut faire attention parce que c'est aussi une illusion. Netflix ils ont aucun problème à te donner les clés, mais attention, ça reste quand même leur voiture à la fin et leur façon de faire. Et même si tu as l'occasion d'être montré au monde entier, si tu veux arriver dans les recommandations, il vaut mieux que ce que tu proposes, et ben ça change un petit peu. Parce que justement sur Netflix, le classique, on s'en fout. Et là on touche à une vraie mutation dans notre consommation. Aujourd'hui en fait, on regarde plus des films, on les enchaîne, on choisit avec beaucoup moins de soin, on lance et on verra bien. Je pense parler pour beaucoup de monde en disant qu'on n'a aucune pression à se dire que si ce qu'on a mis c'est de la merde, on arrête et on regarde autre chose. Et au final c'est comme Spotify, avant t'achetais un album, t'écoutais et souvent tu remettais en boucle. Aujourd'hui tu le démarres, tu mets ta playlist, tu connais à peine le nom du chanteur de ce que t'écoutes car tu fais même pas l'effort de chercher, t'appuies sur le truc hit du moment. Et bah pour le cinéma c'est pareil. Les plateformes comme Netflix, elles ont transformé l'art en flux. La valeur et la réussite d'un film, elle se mesure plus en billets vendus, mais en minutes visionnées. Et la fidélité, elle va plus à un réalisateur, elle va à une plateforme. Et dans ce nouveau monde, ça a commencé à faire émerger des films qui, dans l'ancien système, n'auraient jamais eu de chance, et encore moins à l'international. Des films trop petits pour les salles, pas assez rentables pour les producteurs, mais surtout sans le fameux cocktail de base qu'on a parlé plus haut qui marche. Mais pourtant sur Netflix, ils vont trouver leur public et parfois ils explosent. Et là en France, on a un des meilleurs exemples. Un film qui aujourd'hui cumule 37 millions de vues à l'international. Pour te faire une petite comparaison, Bienvenue chez les Ch'tis, c'était 22 millions d'entrées. Et ce film, c'est Balle perdue. C'est un film d'action avec 0 star international et qui en plus a été tourné pas très loin d'où je vis, à 7, à côté de Montpellier. Et dedans on retrouve un acteur que le grand public y connaissait finalement très peu, Alban Lenoir. Moi pour te dire, hein, c'est juste quelqu'un qui a fait une apparition dans Kaamelott et dans HeroCorp. Et pourtant il y a 37 millions de personnes qui l'ont vu sans bouger de leur canapé. Alors c'est nécessaire de relativiser parce qu'une vue c'est pas non plus l'équivalent d'une entrée. Et si on reprend le parallèle avec Spotify, avant un album vendu c'était un vrai achat, tu repartais avec ton CD. Aujourd'hui il faut compter 1500 écoutes pour qu'un disque soit compté comme vendu. Donc faut vraiment te dire que la valeur elle a changé et le rapport aussi. Et le cinéma il est en train de vivre exactement la même mutation. Mais même si c'est pas vraiment la même unité, en fait le symbole il reste énorme. Un film d'action français qui n'est pas une comédie sociale, a touché plus de monde que le plus gros carton comique de l'histoire du pays. Et ça je trouve que c'est très fort, mais justement, comment ça a été rendu possible ? Ce film il n'a pas débarqué au hasard, à la base c'est un projet de passionnés de cascade, avec un réal qui assume clairement avoir des influences contemporaines comme Motorway, qui est un film d'action hongkongais, et The Shield. Voilà, ça pose le décor pour moi. Mais c'est là où c'est encore plus chaud, c'est que le réalisateur, littéralement, il a fait que ça. Avant Balle perdue, il n'y a rien qui ressort. Et d'ailleurs, je peux te le dire parce que j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé quasiment aucune info. Donc voilà, pose-toi la question. Est-ce que tu penses que dans le cinéma classique français, ils auraient pris le pari de mettre quelqu'un comme ça aux commandes d'un de ces films ? Clairement, je peux te le dire, il aurait un red flag, il aurait même pas passé la porte. On t'accordera jamais de budget si t'as pas été capable de cocher des cases avant. Et pourtant là, t'as Netflix qui a dit oui. Mais pourquoi ? Et bien parce que sur une plateforme, le risque en fait il est dilué. Si tu rates un film, bah balèque en fait, t'en balances 10 autres et au final c'est pas grave parce que le but de faire venir les gens devant leur écran, bah c'est réussi. En fait leur but c'est de proposer tout le temps des nouvelles choses et donc de tenter. Et encore une fois on te demande même pas d'aimer, on te demande juste de regarder. C'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi frustrant parfois. Tu regardes une série, si t'as le malheur d'aimer mais qu'elle marche pas niveau vue, bah eux, ils s'en foutent en fait, ils annulent, ils referont autre chose. Et puis bah, toi, tu te retrouves comme un con parce que tu verras jamais la fin de l'histoire. Mais ça permet aussi de rendre tout
possible avec cet état d'esprit. Parce qu'on voit des mecs comme Alban Lenoir, qu'on avait cantonné au second rôle ou aux séries françaises, toujours plus ou moins dans le même registre, de se retrouver à porter sur ses épaules un film d'action. Et ça marche parce que pour une fois, on les laisse faire leur taf et prendre des risques eux aussi. Pas avec un casting imposé, pas de contraintes d'écriture pour plaire à un comité avant de plaire au public, juste ils prennent l'histoire qu'ils ont envie de raconter. Mais évidemment, ce type de production, elle a ses avantages et ses inconvénients. Sur Netflix, t'as beaucoup plus de liberté au départ, mais beaucoup moins d'ambition à l'arrivée. Parce que pour éviter le risque des flops, parce qu'il y en a quand même, on va harmoniser les budgets et plus ou moins imposer certaines productions. En fait, pour eux, c'est leur moyen de réguler et de garder un petit peu ça sous contrôle. Un peu à la manière de certifier par Netflix, tu vois, pour garantir une certaine qualité. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse du côté technique, quand tu travailles sur Netflix, tu as une liste de matériel obligatoire, etc. Et ça t'oblige parfois à acheter des caméras comme ça quand tu as besoin de leur envoyer des rushs. Petite info perso. Mais bref, ce qu'on retient, c'est que, par exemple, un film comme Balles perdues a eu entre 5 et 10 millions d'euros pour se réaliser. Alors ouais, Netflix sont assez flous sur ces points. Bon, en même temps, ils font ce qu'ils veulent. Alors on va pas comparer avec les Américains où clairement tu rajoutes un zéro en plus. Mais par exemple, les Tuches ont eu environ 10 millions d'euros pour se faire. Alors que tu sais que c'est un film où les producteurs, ils ont pas de souci à mettre des thunes dedans. Donc tu peux te rendre compte que grâce à ce modèle, même si on reste dans des budgets serrés, et bien en fait, ils ont eu accès à des moyens bien plus importants que s'ils étaient passés par le modèle classique, où clairement ils auraient eu zéro, je pense. En plus, ils vont bénéficier d'un énorme avantage, c'est le budget com, qui parfois, pour un film au cinéma, est au moins aussi gros que son budget de production, mais qu'on n'inclut pas dans les budgets de prod. Et c'est pour ça souvent que certains films où leurs recettes dépassent leur budget, ils sont toujours pas rentables, parce que leur budget com fait que ça a dépassé. Et ici, en fait, c'est Netflix qui s'occupe de tout, et mine de rien, ça réduit pas mal les choses. Et le meilleur dans tout ça, c'est que niveau frontières, sur la plateforme, c'est juste 190 pays. Compare avec le public qui a pu toucher qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. De suite, les portes que ça ouvre, c'est plus les mêmes. Surtout que la réalité, c'est que parfois, il y a des films qui marchent mieux à l'international que dans leur pays d'origine. Mais que comme ils n'ont pas le budget pour s'exporter, en fait, on pourra jamais voir ce que ça donne. Mais à côté de ça, avec ce système, on a des limites. Au final, aujourd'hui, il faut quand même avouer qu'on a des films qui sont souvent assez mal finis et surtout oubliables. Et ça, c'est inhérent à ce mode de création. Déjà, comme je te l'ai dit, il faut produire tout le temps et beaucoup. Car sinon les gens ils s'en vont. Alors il faut tester plein de concepts pour voir ce qui intéresse les gens, qui mérite une suite, et donc il faut quand même avouer qu'il y a quand même pas mal d'idées de merde aussi. Mais comme le but encore une fois c'est la rétention, si t'as regardé la fin, ils vont te demander si t'as aimé ou pas, mais c'est juste la cerise sur le gâteau. Et si tu regardes au final, les films aujourd'hui ils sortent au même rythme que les séries. Et d'ailleurs si tu regardes bien c'est rigolo parce que les séries c'est l'inverse. Aujourd'hui certaines qui sont tellement cool, ils peuvent se permettre de te faire attendre 2-3 ans pour avoir la suite. Ramenez-moi à Outer Banks les gens. Et pour ton info, Netflix a produit plus de 500 titres originaux rien qu'en 2024, dont une quinzaine rien qu'en France. Alors forcément, tout ne peut pas être un chef-d'œuvre. Mais c'est là que tu te rends compte qu'ils sont plus obnubilés par le fait de sortir le film que de vérifier si le scénar il est bien carré. Et je pense que je suis pas le seul à reconnaître que quand tu regardes un film Netflix, t'as de toute façon 3 possibilités. Un truc qui a pas de fin parce que ça la joue philosophe, How It Ends par exemple. Un film où t'as un cliffhanger parce que tu sais que dans 6 mois il y a la suite. Ou alors un film que t'as pas d'avis et t'as juste passé 1h30 devant. Mais pourtant parfois ça empêche pas d'avoir des pépites. Balles perdues, Squid Game pour les séries, La Casa des Papel, Don't Look Up, Extraction. Donc c'est Tyler Rake pour la version française. Mais je trouve personnellement qu'il y a une réalité sur ces plateformes. C'est qu'aujourd'hui on a tellement de choix qu'on se rappelle au final plus de grand chose. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à faire cette vidéo, car je vous montre des films, on fait des analyses, etc. Mais si je cherche des films marquants de ces dernières années qui ont fait l'unanimité, en vrai c'est compliqué, et en particulier en France. Et ça nous amène quand même la vraie question, c'est de savoir, c'est quoi la suite de tout ça? Et est-ce que tout est vraiment perdu pour le cinéma français traditionnel? Pour moi pas vraiment, parce qu'en vrai ce cinéma, il a jamais disparu, il a juste changé d'adresse. Avant c'était les salles, aujourd'hui c'est ton salon. Et le problème c'est qu'on a souvent considéré les plateformes comme du sous-cinéma, pour ceux qui n'ont pas de goût et qui regardent leurs films en jogging avec une pizza. Alors qu'en fait c'est pareil, c'est juste adapté à une époque où les gens ils ont plus envie de se caler un film dans leur emploi du temps, ils ont plus envie de se faire imposer d'horaire, ils veulent regarder où ils veulent, quand ils veulent, et c'est exactement pour ça que la télé elle perd autant d'audience. Aujourd'hui on a tous un emploi du temps variable et personnalisé, et pour moi c'est par exemple impossible d'être calé devant ma télé à 21h30 pour un film, rappelez-vous quand même il y a quelques années c'était encore 20h50, et de finir à minuit avec les pubs. Franchement pour moi ça n'a plus aucun sens.
Et ce qui va vraiment provoquer le changement maintenant, c'est la vitesse de compréhension des acteurs et des réalisateurs pour s'introduire dans ce nouveau créneau. Avant, les stars du cinéma, elles regardaient Netflix de loin, comme si c'était un fast-food pendant lequel elles étaient au resto à Cannes. Fallait pas trop se mélanger, c'était le démon un peu, tu vois. Et puis comme toujours, il faut toujours qu'il y en a un qui fasse le premier pas pour montrer que bon, c'est pas si pire au final. Et là, on a vu arriver DiCaprio dans Don't Look Up, The Rock dans Red Notice, Chris Hemsworth dans Extraction et même Ryan Gosling qui se bat dans The Gray Man. Et chez nous, c'est pareil, Omar Sy avec Lupin qui a eu plus de succès à l'international que 10 films de français réunis. Bérénice Bejo qui a joué dans Sous la scène, et d'ailleurs ils ont eu un budget qui était assez conséquent, et en plus ce film en vrai il est plutôt fun et pas mal bien foutu, mais clairement j'aurais jamais mis 20 balles pour aller le voir au ciné, tu vois. Mais pour autant j'ai pas regretté de l'avoir regardé dans ma télé. Et la prochaine étape c'est juste de savoir si les irréductibles gaulois ils vont venir aussi ou juste rester campés dans leurs habitudes. Mais je crois que ce qui me choque le plus c'est quand je vois certaines réactions qui disent que c'est une trahison pour le cinéma de faire des prods pour Prime, Netflix, etc. Et en fait en vrai je trouve ça triste, parce que c'est s'interdire des choses sur une frontière qui est au final déjà largement dépassée. Refuser d'y aller, c'est comme les labels qui voulaient pas aller sur Spotify parce que le vrai son c'est sur un CD. Ouais bah résultat on les a pas attendus, on les a juste oubliés. Et la vérité c'est que ça dérange surtout ceux qui pensent que le vrai cinéma, bah ça doit se mériter. Tu sais, c'est ceux qui ont toujours encore ce vieux réflexe de se croire supérieur parce que moi je suis pas un vendu, j'ai des valeurs. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise vraiment? Tu préfères être un vendu comme tu dis et faire ce que t'aimes, ou juste te dire oh avant c'était mieux et de râler et de rester dans ton canapé? La réalité c'est qu'à force de te plaindre, bah t'as déjà perdu en fait. Le cinéma, si tu penses que c'est juste une salle, t'as rien compris, c'est une émotion. Et si Netflix, Prime, Disney+, ils sont capables de te la provoquer, bah non, c'est pas du sous-cinéma, c'est juste le nouveau cinéma. Et c'est peut-être juste ça la leçon, faut juste arrêter de regarder le passé comme ton film préféré et de te dire que maintenant on peut commencer à écrire la suite. Après l'avantage c'est que sur les plateformes il n'y a rien qui t'empêche aussi de revoir tes classiques. Et par exemple celui de Drive qui a été un des plus gros scams marketing pour faire venir les gens en salle, et ben on en a parlé ici la dernière fois. Alors si t'as envie d'aller y faire un tour, voilà, pourquoi pas. Et puis si t'as kiffé la vidéo, l'analyse, etc., n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner. Voilà, ça aide à faire avancer un peu tous les projets. Et puis moi je retourne tourner la prochaine. Allez, ciao ciao.